Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce 1945. Dans l'actualité de ce mardi, le ministère du Travail a rendu public son enquête sur l'emploi au Sénégal pour plusieurs raisons que nous verrons dans cette édition. Plus de 200 entreprises ont fermé en 2021, plus de 1000 emplois perdus également. Mouvement d'humeur à l'hôpital militaire principal de Dakar. Les travailleurs civils décrètent 2 jours de grève à partir de jeudi. Ils protestent contre les restrictions d'avantages professionnels et le non-respect des accords signés avec la direction. L'actualité de ce mardi nous emmène aussi à Saint-Louis. Les étudiants de l'université Gaston Berger acceptent finalement de se plier à la décision du conseil académique de suspendre les cours. Ils vont donc quitter le campus jusqu'au 3 octobre prochain. Et enfin, d'édition immersion dans un jardin situé sur l'autoroute. Ces vendeurs de pots de fleurs occupent les lieux depuis plus de 10 ans. Ils ont formé bien des jeunes passionnés de plantes, de fleurs et donc de jardinage. À la une donc, en 2021, plus de 200 entreprises ont fermé et cela a entraîné une perte d'au moins 1000 emplois. C'est donc ce qui ressort du rapport annuel du ministère du Travail. Le document mentionne également la création de plus de 8000 emplois. Seynabou Babou décortique ces statistiques pour nous. Plus de 200 entreprises fermées et 1146 emplois perdus en 2021. C'est ce qui ressort du rapport annuel de la Direction des statistiques, du travail et des études. Des chiffres qui s'expliquent par un bon nombre de difficultés que rencontrent les entreprises, selon le directeur des statistiques à la Direction du travail. On sait que les fermetures d'établissements peuvent être justifiées par des difficultés, c'est bien possible. Mais aussi, comme je le disais ce matin dans un autre média, il y a quelquefois aussi des entreprises qui ferment momentanément parce que simplement, si vous prenez les chantiers ou certains marchés, l'entreprise est arrivée à terme par rapport à certains chantiers ou bien à exécuter certains marchés et n'a plus d'autres peut-être commandes ou demandes sur la table. À côté de ces entreprises fermées, il y en a d'autres qui ont été ouvertes. Elles sont 1785 et ont généré plus de 8000 emplois. Nous avons certes enregistré des fermetures de l'ordre de 216. Parallèlement, nous avons aussi enregistré des ouvertures de l'ordre de 1785. Voilà. Donc, autant vous avez des fermetures, autant vous avez des ouvertures. Et en ce qui concerne donc ces deux indicateurs, vous verrez bien que c'est plutôt les ouvertures qui l'emportent bien plus. Le niveau de régularisation dans les entreprises est assez faible. Beaucoup ne sont pas en règle. Le directeur des statistiques, par ailleurs inspecteur du travail, annonce une réforme dans le Code du travail pour régler ces manquements. Justement, maintenant, c'est moyen juridique. Il se trouve que globalement, on reconnaît que ces moyens sont limités. Et il y a aujourd'hui une réforme du Code du travail qui est envisagée. Parmi les points de réforme, vous avez le renforcement des moyens juridiques pour mieux assurer l'efficacité du contrôle et amener les entreprises à mieux se conformer quand des manquements sont constatés. Au-delà des chiffres, des réformes à apporter, c'est la relance économique post-Covid-19 qui est en jeu pour sauver et maintenir en vie les emplois créés. Les travailleurs civils de l'hôpital principal de Dakar sont en mouvement d'humeur. Le syndicat a décrété 48 heures de grève générale à partir de jeudi. Leurs revendications tournent autour d'une meilleure considération au travail, mais également le respect des accords signés avec la direction, entre autres points mentionnés ici par le secrétaire général du syndicat de l'Aïchaou. Aujourd'hui, on est sorti donc pour manifester donc notre colère. C'est parce qu'on a signé un protocole d'accord avec la direction de l'hôpital et ce protocole d'accord signé depuis l'année dernière n'a pas été respecté. Sur ce protocole d'accord, on avait demandé à ce que la prime d'intéressement qu'elle soit revue à la hausse parce que à travers les structures de santé du Sénégal, nous savons tous que
la prime elle est versée à hauteur de 20 à 25% des recettes propres, alors qu'à l'hôpital principal, on est à 7%. Et nous connaissons tous la place qu'occupe l'hôpital principal. Nous nous offusquons aussi de l'attitude, de la posture du conseil d'administration. Eux qui, durant ces derniers mois, ou bien ces dernières années, ont augmenté leur pécule de 150 à 200 000. Ils ont créé des préconseils. Mais nous, personnels qui travaillons, qui amenons les recettes, mais où est notre part dans ce travail qu'on est en train d'effectuer? Trop, c'est trop. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous décrétons notre premier plan d'action qui commence par ce sitting. Et nous osons espérer que, à partir de ce sitting, les problèmes vont être réglés. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est de retourner donc, dans nos services, dans l'hôpital, dans nos services et travailler. Nous ne voulons pas donc, aller tout en grève. Si le problème n'est pas réglé, nous allons vers un mot d'ordre de 48 heures, les jeudis et les vendredis. Autre secteur, mêmes inquiétudes. Les travailleurs du ministère de l'Agriculture réclament la mise en place d'un comité de promotion du dialogue social. Il sera chargé du suivi des accords avec l'État et ses agents ont décrété une journée de grève à partir de demain. Leur porte-parole, Mordiouf, que je propose d'écouter. Le professeur Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, et son secrétaire général, Pape Malick Ndaw, ont décidé de rompre systématiquement le dialogue en refusant systématiquement de convoquer le comité de dialogue qui stipule dans son article 3 la convocation du comité tous les 3 mois. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, pour quand même pousser l'autorité à respecter ses engagements, de convoquer le comité de dialogue, de dérouler ce plan d'action. Comme vous le savez, les revendications sont nombreuses. Je veux nommer la réhabilitation des bâtiments administratifs. La question du fonds d'intervention qui a été installé il y a de cela quelques mois avec 2 milliards. Il nous faut impérativement la mise en place d'un comité de pilotage ou la mise en place d'un comité de suivi dans lequel le SYNTAS, en tant que partenaire social, est partie prenante pour quand même avoir une vue sur l'ensemble des opérations qui sont faites dans ce, fonds d'intervention. La question des contractuels, la question des statistiques agricoles, voilà autant de revendications qui doivent trouver solution. Et ces solutions ne peuvent être trouvées que dans le cadre du comité de dialogue. Et puis on se rend sans plus attendre à Saint-Louis. Finalement, les étudiants de l'université Gaston Berger ont décidé de quitter le campus. Ils acceptent ainsi la décision du conseil académique de suspendre les cours jusqu'au 3 octobre prochain. Mais les étudiants refusent la session unique. Momar Alessian et Mokhtar Sek. Les uns font leur bagage, d'autres s'affairent à se trouver de quoi se mettre sous la dent auprès des jeunes filles qui préparent le repas du jour en plein air à cause de la fermeture des restaurants universitaires. Le conseil académique de l'université Gaston Berger de Saint-Louis ayant décidé de la suspension du cours jusqu'au 3 octobre prochain, les étudiants acceptent de quitter les lieux tout en mettant en garde ces autorités. Aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui ont pris l'engagement de suspendre les activités pédagogiques au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis jusqu'au 3 octobre. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ces administrateurs-là qui étaient ici il y a de cela quelques temps, en disant que le calendrier académique de l'université Gaston Berger de Saint-Louis devrait être respecté, nous les appelons, vu qu'ils ont pris leur décision de suspendre les activités pédagogiques de cette université, au lieu de dire la vérité à ce directeur, de lui rappeler directement à l'ordre pour qu'il puisse ouvrir les campus sociaux, ainsi de laisser les étudiants dans leur chambre convenablement et de continuer à servir ce service public. Nous disons à ces administrateurs-là d'avoir en même temps ce courage de ne pas se prononcer vers des sections uniques, voire des années invalides au niveau de cette université. Concernant les menaces qui pèsent sur les membres de la coordination des étudiants de Saint-Louis, suite au saccage des restaurants universitaires, les étudiants se veulent intransigeants. Pour vous dire, ces temps-ci aussi, on a entendu dire qu'on va renvoyer des représentants d'étudiants parce qu'ils ont saccagé les restaurants universitaires. Nous défions toutes ces autorités-là, que ce soit interne comme externe, qui est capable de nous dire qu'il y a tel représentant d'étudiants
qui a participé à ce qu'on appelle des saccages au niveau des restaurants universitaires. Parce que quoi que l'on puisse dire, nous sommes très conscients par rapport à la situation. Et ces infrastructures-là, ce sont des infrastructures qui sont à notre service. Espérons qu'au retour au 3 octobre, les relations plus que jamais tendues entre autorités universitaires et étudiants seront enfin décantées. Ici à Dakar, les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop ont aussi réagi suite à la décision du conseil restreint de l'université de fermer les campus à partir du 23 juillet prochain. Beaucoup sont contre et évoquent un délai beaucoup trop court pour la tenue des examens. C'est un reportage de Amidjo fait Mafalfal. Des va-et-vient incessants, certains rentrent chez eux, d'autres viennent pour faire cours. À l'université Cheikh Anta Diop, la décision du conseil restreint de fermer l'université n'est pas du goût de certains. Ils considèrent que la décision est politique. Cette décision du conseil restreint, personne, je dis bien, personne ne peut être d'accord avec cette décision. Pourquoi? Parce que nous sommes en retard déjà. Et maintenant, le conseil restreint devrait prendre en compte de ces circonstances pour au moins nous aider à continuer le mois de septembre, le mois d'août et le mois de septembre pour au moins donc, adopter notre calendrier normal pour terminer donc, dans la bonne manière. Mais personne ne peut justifier là. On peut dire que c'est des raisons politiques, vu les élections législatives. On peut dire que c'est des raisons politiques, mais personne ne peut vous justifier. Même il y a des professeurs ici à l'université Cheikh Anta Diop qui ne sont pas d'accord avec cette décision. Cette décision intervient à un moment où la presque totalité des facultés sont en période d'examen. Al-Khali Diatta, étudiant en lettres modernes, regrette le retard et les perturbations qui découleraient de la mesure. Personnellement, arrangé au monde, mon premier semestre. La décision ne m'arrange pas. Je viens de terminer mon premier semestre et je devais entamer le deuxième. On devait le terminer avant de rentrer parce que cela va perturber davantage notre calendrier. Il faut que nous fassions la part des choses. De l'autre côté, Cheikh Diallo se soucie de la situation de ses camarades étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Le 5, nous avons un rapport. Ce qui se passe actuellement à l'UGB est inadmissible. On ne devrait pas les priver de nourriture, d'autant plus qu'ils ne sont pas avec leurs parents. En plus, l'université est très loin de la ville. Les étudiants dénoncent la décision du conseil restreint de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Selon eux, rien ne doit piétiner le système. Ils demandent que le conseil restreint revienne sur sa décision. Éducation toujours, c'est donc la fin des épreuves du baccalauréat. Il ne reste plus qu'à attendre la proclamation des résultats. Les jours semblent beaucoup plus longs et pénibles selon bien des candidats que nos reporters Aïssatou Kane et Barasso ont rencontrés. Les épreuves du baccalauréat sont terminées. Après une année scolaire particulièrement éprouvante, Diawad, tout juste sorti de l'épreuve d'anglais, se sent soulagé mais stressé. Il y a un sentiment de satisfaction parce qu'on a enfin fini cette année scolaire qui a été difficile pour nous. Mais on reste quand même un peu stressé pour la suite en attendant les délibérations. On sera stressé au cours de ces jours-là. On se demandera si réellement on a réussi. Est-ce qu'on va devoir remettre en question notre avenir ou pas? À côté, des élèves de terminale se sont regroupés sur un arrêt-bus. Sourire aux lèvres, les futurs bacheliers semblent moins stressés. Serine Faye est l'un d'eux. Comme la plupart des candidats, je me sens un peu anxieux, c'est normal. Mais d'après les épreuves qu'on a pu passer, on est optimiste pour la suite. Et que j'envisage qu'il y aura beaucoup d'admis cette année parce que les épreuves étaient abordables. Cap sur un autre centre d'examen, même son de cloche, la plupart restent optimistes. On se sent un peu libre parce qu'au moins il y a un point qui s'est libéré en nous. On a fini les épreuves. Mais tout n'est pas encore fini parce que puisque les délibérations ne sont pas encore venues. Je suis confiant pour l'instant, je crois en Dieu. Only God, ce n'est pas encore les vacances, il faut qu'on attende les résultats. Plus aucun élève n'a le nez dans ses fiches de révision. La fin des épreuves oblige sur leur état d'esprit. Anxiété et espoir les animent à quelques jours des délibérations.
Et pour les épreuves du CFE, Ziguinchor arrive en tête avec un taux de réussite de 88,38%. La région a obtenu ces statistiques malgré les nombreuses perturbations causées notamment par les opérations de sécurisation de l'armée dans le nord Xinjiang. Une trentaine d'écoles avaient été fermées, nous dit Hassan Ba. Depuis 2018, les résultats des examens dans la région de Ziguinchor sont dans une dynamique haussière. Pour cette année encore, l'inspection d'académie arrive en tête sur le plan national en ce qui concerne le CFE avec un taux de 88,36%. Des performances obtenues grâce à l'effet combiné de plusieurs facteurs. Vraiment un système de régulation du cycle d'enseignement-apprentissage, mais avec la systématisation des phares, des progressions harmonisées, évaluations standardisées, des sessions de remédiation. Le soutien scolaire est une réalité dans le programme élémentaire. Et tout cela, moi je pense que a permis vraiment d'habituer très tôt nos candidats aux conditions d'examen, de déroulement de l'examen, mais également de les entraîner suffisamment. Partout, plusieurs essais ont été organisés à l'échelle des codecs, à l'échelle des IF. Autre chose non négligeable, c'est la prise en charge de la vulnérabilité. Ici, vraiment, c'est une politique chez nous. Partout, les élèves en situation de vulnérabilité sont accompagnés. L'IEF de Bignona, qui était toujours la locomotive de la région, a connu une petite régression à cause des opérations de sécurisation de l'armée dans le nord Xinjiang. Mais l'inspecteur d'académie soutient que le dispositif de rattrapage et de soutien mis en place a permis d'amoindrir les conséquences. Oui, dans la gestion de cette crise-là, de ces perturbations, on a été très proactif. Dès le début des opérations de ratissage, en collaboration avec l'administration, le commandement territorial, nous avions mis en place un plan, nous avions mis en place un plan de contingence pour éviter que ces perturbations-là n'affectent les enseignements apprentissages. C'est vrai qu'il y a eu quelques semaines de flottement, le temps vraiment de caser ça et là les candidats, mais on a tout fait pour non seulement les accueillir dans des écoles où ils étaient réfugiés, mais également s'organiser avec les collectivités et les bonnes volontés pour que, n'est-ce pas, sur la trentaine d'écoles qui étaient fermées, que ces écoles-là redémarrent et que les candidats soient suivis. Après cette première place, l'inspection d'académie de Ziguinchor est attendue pour les résultats du BAC et du BFM pour confirmer cette belle dynamique. Merci beaucoup Hassan Ba, notre correspondant à Ziguinchor. Tout autre chose, à présent, les acteurs portuaires veulent donner un nouveau souffle au secteur. Ils s'engagent à faire en sorte que le Sénégal soit un hub dans le système maritime d'ici 2035. Et pour ce faire, le Mali, un des partenaires privilégiés de notre pays, a été convié à cette rencontre. Mamadou Sy et Moussa Fall nous en disent plus. Les acteurs portuaires et du secteur privé réfléchissent à la mise en œuvre d'une stratégie nationale portuaire. L'enjeu est de faire du pays un hub mondial dans le transport maritime. On ne peut pas parler de hub logistique industriel sans parler de l'interconnectivité du transport multimodal. Et les conclusions qui vont sortir de ce forum-là vont contribuer à apporter, à proposer des solutions sur le cadre institutionnel et sur la gouvernance qui doit être en harmonie avec les décisions de l'autorité étatique. L'investissement dans le secteur portuaire peut booster davantage les activités du port. Le privé est invité à s'impliquer. Et nous pensons que le port, l'ensemble des ports du Sénégal devraient être utilisés comme des leviers de croissance. Et ça, c'est un appel que je lance à tous les investisseurs sénégalais et africains. L'activité portuaire est rentable. Pour renforcer le dynamisme et l'efficacité des différents ports du Sénégal, il urge de trouver des solutions, de réunir l'ensemble des acteurs et de parler d'une seule voix. L'autorité portière, les chambres de commerce, nous pouvons créer une synergie et avoir une stratégie ensemble. Il y a une stratégie, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas des acteurs limités pour pouvoir discuter ensemble. Il est très difficile de faire quelque chose. Le Mali, premier partenaire économique du Sénégal, son implication dans le projet est plus que nécessaire. Le secteur privé malien se dit prêt à renforcer sa coopération. Nous sommes les premiers partenaires du Sénégal. Et toutes les stratégies qu'on peut imaginer ou dégager ici
sans impliquer la partie malienne, la faisabilité posera énormément de problèmes. Nous, notre souhait le plus absolu, l'idée, c'est de faire un partenariat. Avec les différents projets déjà entamés pour redonner un nouveau souffle au système portuaire, les acteurs sont convaincus que le Sénégal pourrait atteindre ses objectifs. Le curseur est donc mis sur l'efficacité d'ici 2035. La deuxième phase du programme national d'éclairage public solaire a été lancée à Kaolack. La région a reçu au total 6600 lampadaires, une initiative saluée par les autorités administratives et communales à Damassar. Dans le cadre de la deuxième phase du programme national d'éclairage public solaire initié par le gouvernement du Sénégal, la région de Kaolack va bénéficier de 6600 lampadaires. Kaolack aura au minimum 6600 lampadaires sur la base de 200 lampadaires par commune. Mais je dis bien, ces 200, c'est un minimum. Ça veut dire que Kaolack aura naturellement plus de 6600. Les 6600 constituent un minimum. Le président a voulu qu'on donne au minimum de 200. Chaque commune aujourd'hui dira que j'ai au minimum de 200. Mais quand les équipes techniques de l'ANER seront sur place, avec les autorités administratives, avec les maires, ils vont évaluer le besoin réel de chaque commune. Évidemment, je ne dis pas que chaque commune aura tout ce qu'elle veut, mais au moins, en tout cas, on cherchera à faire le maximum possible pour atteindre l'objectif de chaque commune. Grâce à ce programme, plusieurs défis seront relevés. D'abord, sur le plan économique, le programme nous permet de rationaliser les budgets des communes. Comme nous le savons, pour l'essentiel, nous avons des communes qui ne disposent pas de gros moyens pour prendre en charge les factures d'électricité en matière d'éclairage public. Et à travers ce programme de distribution de lampadaires solaires, l'État vient en appui à ces différentes communes. Un autre aspect quand même qui est important et qui mérite d'être soulevé a trait à la question sécuritaire. La région de Kaolack fait face à de nombreux défis sécuritaires et à ce niveau, quand même, un bon éclairage public assez généralisé à travers les différentes zones permet de faire face à la recrudescence de la délinquance. Les maires de la région de Kaolack saluent ce programme piloté par l'Agence nationale pour les énergies renouvelables, ANER. Et puis à Touba, des bonnes volontés se sont constituées en association pour améliorer les conditions de vie des populations. À travers le programme d'adduction d'eau potable, plusieurs quartiers périphériques ont désormais accès à une eau de qualité. Gorandaklo et Tchernofaï. Résoudre les problèmes d'accès à l'eau potable à Madiana, objectif majeur de l'association Ande Taxawu Madiana qui depuis des années s'active pour soulager la population de ce quartier périphérique de Touba. On a constaté que dans Madiana depuis des décennies, toujours il y a des manques d'eau. Comme à Touba. Nous, notre objectif premier c'était le social, en tout cas d'amener l'eau dans Madiana pour qu'on soit autosuffisant en eau. Parce qu'on a vu que nos femmes, nos mères sont tellement fatiguées vraiment pour avoir de l'eau. Voilà, c'est ça. En tout cas, la première chose, l'objectif c'était de fournir tout Madiana de l'eau et suffisamment. Ainsi, le secrétaire général de l'association Ande Taxawu Madiana d'ajouter que plusieurs quartiers de Touba Madiana ont eu à bénéficier du réseau d'adduction d'eau potable déjà installé. On avait commencé dans les lieux où l'eau ne suffisait pas. On avait commencé par Madiana 4, on a vu en tout cas les nécessités. En tout cas pour la deuxième tranche, comme l'a dit le président, on a étalé à peine 1 à 2 km de Madiana 1 à Madiana 4 où nous sommes actuellement. Mais au début aussi, on a étalé des kilomètres de tuyaux. Depuis 2020, de Madiana à Madiana 6. À cet effet, l'association Ande Taxawu Madiana mise également sur l'aspect social pour répondre aux besoins des populations de Touba. On a une présidente de la commission sociale, c'est Sona Ofal, et puis la diaspora, parce que comme l'a dit, on nous a envoyé des lits d'hôpitaux. On nous a envoyé, actuellement on est en train de régler le problème d'une ambulance qui est déjà achetée et qui est en Italie, Touba. Il ne reste que les formalités administratives
pour que ça nous parvienne. Faire de Touba Madiana une cité modèle, priorité des membres de l'association And Taxawu Madiana, qui magnifie d'ailleurs l'accompagnement des autorités administratives et religieuses de la ville sainte. Les actualités internationales en images. Au Burkina Faso, d'abord, des groupes djihadistes ont récemment détruit à la dynamite des ponts sur les axes principaux menant vers Doré et Djibo. L'armée burkinabé parle d'une tentative d'isolement de ces deux grandes villes du nord. Le pont de Naré avait déjà subi des dégâts après un dynamitage le 30 juin dernier, mais avait été vite réparé, permettant la reprise du trafic, de nouveau complètement interrompu par les récents sabotages. Le chef de l'armée israélienne est arrivé hier au Maroc pour des entretiens avec de hauts responsables militaires dans le cadre de la coopération grandissante entre les deux États. Il s'agit de la première visite officielle d'un chef d'état-major d'Israël dans le royaume chérifien. Le rapprochement entre le Maroc et Israël s'est accéléré depuis la normalisation diplomatique opérée en décembre 2020 dans le cadre des accords d'Abraham, un processus entre l'État hébreu et plusieurs pays arabes soutenu par Washington. Et enfin, la Commission européenne a proposé aux États membres de débloquer certains fonds de banques russes gelés par les sanctions de l'Union européenne pour justement aider la reprise du commerce des produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais. Les Européens se disent sous pression de leurs partenaires africains qui importaient plus de la moitié de leur blé d'Ukraine ou de Russie. Et comme annoncé en titre, cela fait plus d'une dizaine d'années qu'ils se sont installés sur l'autoroute vers Anne-Mariste. Modou Gueye est vendeur de pots de fleurs. Il a formé et embauché plus d'une vingtaine de jeunes. Avec le temps, il a aussi créé 5 ateliers. Ces spécialistes en fleurs sont nos modèles de réussite ce soir. Aïssa Tokan et Moussa Fall l'ont rencontré. Anne-Mariste, sur l'autoroute, un céramiste conjugue sa passion de la poterie à celle du jardinage. Modou Gueye nous submerge dans son univers où pots de fleurs et création se marient au décor. Ces pots de fleurs aux multiples formes et aux couleurs diverses sont obtenus en creusant le sol. Le céramiste choisit un gabarit et le met dans le creux de 60 cm de profondeur. Dès que le gabarit est retiré du sol, il veille scrupuleusement aux détails. Ensuite, il mélange le ciment avec de l'eau pour durcir le sol, puis y rajoute du sable pour dresser les tours et pourtours en 3 couches. Après 3 jours dans le sol, le pot est retiré et décoré avec de la peinture. Modou Gueye a réussi à exceller dans ce métier grâce à son nom qu'il lui a appris. À 18 ans, fraîchement venu de Touba, il s'est initié à la fabrication et la vente de canaris. J'ai quitté Touba pour venir à Dakar, travailler avec mon oncle. En 3 ans, il m'a appris à confectionner des canaris et à les revendre. 36 ans qu'il s'investit dans la poterie. Aujourd'hui, Modou gère près de 5 ateliers de pots de fleurs, emploie et forme plus d'une vingtaine de jeunes. Là où je vous parle, j'ai créé 5 ateliers. Il faut savoir que nous ne durons pas sur ces lieux. On y fait parfois 2 ans, d'autres 6 mois. Mais j'ai fait ici 10 ans. Et depuis mes débuts, je recrute et forme des jeunes. Certains ont réussi à avoir leur propre lieu de vente. D'autres sont toujours avec moi et gagnent bien leur vie. Même ceux que je forme arrivent à avoir un revenu de 2500 francs par jour.
Après des années de dur labeur, Modou jouit aujourd'hui des faveurs du travail bien accompli. Franchement, je m'en sors pas mal. Grâce à ce travail, j'ai pu me marier, construire ma propre maison. Je me suis trouvé un véhicule de fonction. Le revers de la médaille, leur emplacement se situe dans une zone inaccessible, en plus du ciment et du sable qui coûtent cher. Si tu vois bien, on travaille ici, mais ce n'est pas un emplacement adéquat ni idéal. Les clients n'arrivent même pas à se garer. En plus de cela, le ciment est cher. Et surtout le sable. Un jour, les policiers m'ont attrapé et m'ont amené au commissariat. J'y ai fait un séjour de 15 jours, car pour eux, je ne dois pas déverser ici du sable. C'est compliqué. Aux yeux de Modou, tous les métiers se valent, une raison pour ce père de famille de demander plus de reconnaissance et de soutien auprès des autorités. Et voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes sur ITV. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre 19h45.